Chaque réservoir d'eau en plastique que vous avez jamais acheté finira par se fissurer, fuir et atterrir dans une décharge d'ici 15 à 25 ans. Pendant ce temps, les systèmes d'eau construits par les Amish, selon des techniques datant de 3000 ans, fonctionnent encore parfaitement dans les fermes de Pennsylvanie en ce moment même. Zéro électricité, zéro pompe, zéro coût de remplacement. Et d'ici la fin de cette vidéo, vous découvrirez exactement comment en construire un vous-même. Avant d'en venir aux Amish, nous devons remonter le temps, très loin, jusqu'à une civilisation qui a bâti des systèmes d'eau si avancés qu'ils subvenaient aux besoins de 30 000 personnes en plein désert, les Nabatéens de Pétra. Vers 300 avant J.C., ces habitants du désert ont creusé d'énormes citernes directement dans les falaises de grès massifs de ce qui est aujourd'hui la Jordanie. Ils ont tapissé ces chambres souterraines d'un enduit hydraulique fait de chaux et de cendres volcaniques. Cette formule était si efficace qu'en 2023, des archéologues ont trouvé des citernes contenant encore de l'eau après 2300 ans. Pensez-y, pas de pompe, pas de plastique, pas d'électricité, pas d'équipe d'entretien, juste de la pierre, de la chaux et la gravité. Et cela a survécu à tout ce que l'ingénierie moderne a produit. Mais les Nabatéens n'étaient pas les seuls. En 532 après J.C., l'empereur byzantin Justinien a commandé la citerne basilique sous Constantinople. 336 colonnes de marbre soutenaient un plafond au-dessus d'un réservoir souterrain contenant 80 000 mètres cubes d'eau, de quoi approvisionner une ville d'un demi-million d'habitants. Cette citerne est toujours debout à Istanbul aujourd'hui, contenant encore de l'eau après près de 1500 ans. Et puis, il y a Jérusalem. En 701 avant J.C., le roi Ézéchias a ordonné à ses ingénieurs de creuser un tunnel à travers 533 mètres de calcaire massif pour amener l'eau de la source de Gihon à l'intérieur des murs de la ville. Ils ont travaillé simultanément aux deux extrémités et se sont rejoints au milieu avec une précision se mesurant en pouces. Ce système a fonctionné sans interruption pendant 2700 ans. Ces civilisations n'avaient pas de plastique. Elles n'avaient pas d'électricité. Elles n'avaient pas de pompe. Et leurs systèmes d'eau ont survécu à tout ce que nous avons construit à l'ère moderne. Alors, que savaient-ils que nous avons oublié? La réponse se cache sous nos yeux, dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie. 40 000 Amish vivant aujourd'hui dans le comté de Lancaster. La majorité d'entre eux utilisent des systèmes d'eau traditionnels transmis depuis des générations. Non pas parce qu'ils rejettent la technologie uniquement pour des raisons religieuses, mais parce que ces systèmes fonctionnent réellement mieux. Les durées de vie documentées des citernes démontrent une longévité dans les fermes Amish en activité allant de 80 à 150 ans. Certaines familles boivent à la même citerne que leurs arrière-arrière-grands-parents ont construite. Une indépendance totale vis-à-vis de l'eau municipale. Pas de puits nécessitant des pompes électriques. Pas de réservoir de stockage en plastique qui se fissure sous la chaleur de l'été. Des familles Amish moyennes de 8 à 12 personnes sont approvisionnées toute l'année par des systèmes qui ne coûtent presque rien en entretien. Le système Amish comporte 3 composants. Une fois que vous aurez compris comment ils fonctionnent ensemble, vous vous demanderez pourquoi on construit autre chose. Le premier composant est la citerne elle-même, une fosse souterraine revêtue de béton ou de pierre contenant entre 5 000 et 15 000 gallons. La clé est qu'elle se situe sous le niveau du sol, entourée de terre qui maintient une température constante d'environ 55 degrés Celsius toute l'année. Cela empêche la prolifération des algues en été et le gel en hiver. Pas besoin d'isolation, pas d'éléments chauffants, juste de la physique. Le deuxième composant est le système de collecte. Les familles Amish préfèrent les toitures métalliques, car elles ont un coefficient de ruissellement compris entre 0,8 et 0,9. Cela signifie que 80 à 90% de l'eau de pluie arrive réellement dans le stockage.
un simple déviateur de premières eaux élimine les 10 premiers gallons d'eau contaminée de chaque épisode pluvieux. Un écran à feuilles rudimentaire empêche les débris d'entrer. C'est l'intégralité du système de collecte. Pas de filtres à remplacer. Pas de stérilisateurs ultraviolets consommant de l'électricité. Juste du métal, de la gravité et du bon sens. Le troisième composant est la distribution par gravité. Placez votre citerne sur un terrain élevé ou construisez une petite tour en dessous. Chaque pied d'élévation entre votre réserve d'eau et votre point d'utilisation fournit 0,403 livres par pouce carré de pression. Une installation Amish typique, avec une dénivellation de 15 pieds, délivre 6,5 livres par pouce carré. C'est suffisant pour les robinets domestiques, l'abreuvement du bétail et l'irrigation du jardin. Pas de pompe, pas de réservoir sous pression, pas de facture d'électricité pour toujours. Pour les exploitations plus importantes, les fermiers Amish utilisent des étangs étanchéifiés au lieu de citernes. Ils creusent jusqu'à une profondeur minimale de 8 pieds, ce qui réduit l'évaporation et empêche le gel complet. Si le sol d'origine contient au moins 15% d'argile, ils le compactent simplement pour former un revêtement de 6 pouces. Sinon, ils épandent de l'argile bentonite à raison de 1 à 2 livres par pied carré et l'incorporent dans les 4 premiers pouces de sol. La bentonite de sodium gonfle jusqu'à 15 fois son volume sec lorsqu'elle est mouillée. Elle devient totalement auto-obturante. Le ministère de l'Agriculture des États-Unis a documenté des durées de vie d'étangs étanchéifiés de 40 à 60 ans avec une construction appropriée. Maintenant, c'est ici que les chiffres deviennent inconfortables pour l'industrie du bâtiment. Un système complet de citernes Amish coûte entre 800 $ et 2500 $ en matériaux si vous faites le travail vous-même. Un puits conventionnel avec une pompe et un réservoir sous pression coûte entre 15 000 $ et 40 000 $. Un réservoir de stockage en plastique de 5 000 gallons coûte à lui seul entre 3 500 $ et 6 000 $. Et ce réservoir devra être remplacé dans 15 à 25 ans. Sur une période de 50 ans, le système Amish coûte environ 3 000 $ au total. Le système conventionnel coûte plus de 45 000 $. Cela représente une différence de 42 000 $ par foyer pour un système qui fonctionne moins bien et dure une fraction du temps. Si ce système est moins cher, dure plus longtemps et ne nécessite ni électricité ni entretien, pourquoi tous les magasins de bricolage ne vendent-ils pas de coffrage pour citernes et de l'argile bentonite? Parce qu'il n'y a pas d'argent à se faire dans une solution qui fonctionne éternellement. L'industrie des réservoirs d'eau en plastique génère 3,2 milliards de dollars par an, rien qu'aux États-Unis. Des entreprises comme Norwesco, Snyder Industries et Ace Rotomold ont bâti tout leur modèle économique sur l'obsolescence programmée. Les réservoirs sont conçus pour faillir en 15 à 25 ans avec des cycles de remplacement qui génèrent des revenus perpétuels auprès des mêmes clients. Le marché des systèmes de pompe et de pression ajoute 5,8 milliards de dollars supplémentaires par an en Amérique du Nord. Une citerne qui fonctionne pendant 100 ans n'est pas un produit, c'est une menace. Ces entreprises ont des lobbyistes, et ces lobbyistes se présentent aux auditions des commissions nationales de plomberie. Ils financent pendant des programmes de formation pour les agents des codes du bâtiment. Ils parrainent les conférences où les normes de construction sont écrites. Et, lentement, méthodiquement, ils ont façonné les règles pour éliminer leur concurrence. La section 601.2 de l'International Plumbing Code exige que tous les bâtiments disposent d'un approvisionnement en eau approuvé. La plupart des juridictions interprètent « approuvé » comme signifiant un raccordement municipal ou un puits autorisé. La collecte de l'eau de pluie était d'ailleurs illégale dans le Colorado jusqu'en 2016. Des restrictions existent toujours dans l'Utah, le Nevada et d'autres États de l'Ouest. Dans certaines parties de l'Amérique, collecter la pluie qui tombe sur son propre toit était un crime.
De nombreuses régions imposent légalement le raccordement à l'eau municipale, même si vous disposez d'un système alternatif, parfaitement fonctionnel. Les frais de raccordement s'élèvent de 5 000 $ à 25 000 $. Les factures mensuelles créent des revenus perpétuels pour les régies de services publics. Et dans la plupart des juridictions, la déconnexion est illégale. Votre propriété ne peut pas être légalement occupée sans une source d'eau approuvée, ce qui signifie leur source d'eau. Mais la capture réglementaire n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié est le déficit de connaissances. Les méthodes de construction traditionnelles ont été systématiquement retirées des programmes des écoles professionnelles à partir des années 1960. Les universités enseignent exclusivement des systèmes conformes au code dépendant des pompes. Les inspecteurs en bâtiment n'ont jamais vu de système opérationnel. Ils ne savent pas comment en évaluer un. Ils se rabattent donc sur le refus. Le savoir qui a bâti Pétra, le savoir qui a approvisionné Constantinople, le savoir que les familles amiches utilisent encore aujourd'hui. Il ne survit que dans de petites communautés, chez les anciens, et dans d'obscurs textes d'ingénierie que plus personne ne prescrit. Mais voici ce qu'ils ne peuvent pas arrêter. La physique n'a pas changé. La gravité fonctionne toujours. Le béton durcit toujours. Et l'argile bentonite gonfle toujours. Alors, laissez-moi vous montrer exactement comment construire le vôtre. Commencez par le choix de l'emplacement. Arpentez votre propriété et identifiez le point pratique le plus élevé, où une citerne pourrait être placée. Calculez la dénivellation entre ce point et votre maison, ou l'endroit où vous avez besoin d'eau. Rappelez-vous, chaque pied d'élévation vous donne 0,433 livres par pouce carré de pression. Vous voulez au moins 10 pieds de dénivelé pour un usage domestique de base. 15 pieds ou plus, c'est mieux. Évitez les zones basses où les eaux de ruissellement contaminées pourraient s'accumuler. Vérifiez votre type de sol. Un sol argileux est idéal, car il résiste naturellement à la pénétration de l'eau. Un sol sablonneux nécessitera un revêtement ou un mélange de béton imperméable. Pour la construction de la citerne, creusez une fosse de 8 pieds par 8 pieds par 8 pieds. Cela vous donne environ 3800 gallons de stockage. Formez vos murs avec une épaisseur minimale de 4 pouces de béton. Renforcez avec des barres d'armature numéro 4 sur une grille de 12 pouces. C'est la même norme de renforcement utilisée dans les fondations de sous-sol. Pour l'étanchéité, vous avez des options. Les adjuvants cristallins modernes comme Xipex ou Pénétron fonctionnent bien, mais la méthode traditionnelle est toujours excellente. Utilisez un enduit à la chaux hydraulique fait de pâte de chaux et de cendres pozzolaniques, la même formule que les Nabatéens utilisaient. Il colmate les petites fissures au fil du temps grâce à la cicatrisation autogène. L'hydroxyde de calcium réagit avec le dioxyde de carbone et scelle les ouvertures. Du béton autoréparateur 2000 ans avant que nous n'inventions le terme. Laissez durcir votre citerne pendant au moins 28 jours avant de la remplir. Précipiter cette étape est la cause la plus courante d'échec des citernes. Pour la collecte, les toitures métalliques capturent 85 à 95% de la pluie. Colle à 1000 pieds carrés de toit collectent environ 600 gallons par pouce de pluie. Dans une région recevant 40 pouces de précipitations annuelles, cela représente 24 000 gallons par an pour un toit modeste. C'est plus qu'assez pour une famille de 4 personnes. Installez un déviateur de premières eaux au niveau de la descente. Il s'agit simplement d'un tube vertical qui se remplit avec les 10 premiers gallons de chaque pluie, lesquels contiennent de la poussière, des fientes d'oiseaux et des débris de toiture. Une fois que le tube est plein, l'eau propre déborde dans votre citerne. Un petit trou de vidange vide le tube entre deux pluies. Placez un écran à feuilles à l'entrée de la gouttière et un écran à maille fine à l'entrée de la citerne. Positionnez votre tuyau de trop-plein 6 pouces sous l'entrée pour gérer les fortes tempêtes. Pour la distribution, posez un tuyau en PVC ou en cuivre
de 1 pouce de votre citerne à votre point d'utilisation. Installez une vanne d'arrêt à la citerne et des vannes supplémentaires à chaque point d'utilisation. Si votre dénivellation dépasse 10 pieds, vous n'avez pas du tout besoin de pompe. Ouvrez simplement la vanne et la physique fait le reste. Si vous voulez de l'eau potable, installez un filtre à sable lent. 3 pieds de sable calibrés sur 6 pouces de gravier est la configuration typique. L'eau s'infiltre à un débit de 100 à 200 litres par mètre carré et par heure. Une couche biologique appelée Schmutzdecke se forme à la surface et élimine 99,9% des agents pathogènes. L'Organisation mondiale de la santé a documenté cette méthode de filtration depuis plus de 100 ans. C'est ce que Londres a utilisé pour mettre fin aux épidémies de choléra dans les années 1800. Pas d'électricité, pas de remplacement de filtre, juste du sable, du gravier et du temps. Pour des besoins plus importants, comme l'abreuvement du bétail et l'irrigation, le système d'étang fonctionne mieux que les citernes. Creusez jusqu'à au moins 8 pieds de profondeur. Compactez votre revêtement d'argile par couche de 6 pouces, en mouillant chaque couche et en la compactant avec un équipement lourd, ou épandez de la bentonite à raison de 1 à 2 livres par pied carré et incorporez-la avec un disque dans les 4 premiers pouces de sol. Remplissez l'étang lentement sur plusieurs jours. La bentonite gonfle et scelle. Vous avez maintenant un réservoir qui durera 40 à 60 ans, avec 0 entretien, à part empêcher les arbres de s'enraciner dans le revêtement. Alimenté par gravité à partir de l'étang via des tuyaux enterrés sous la ligne de gel. Installez un simple robinet à flotteur dans les abreuvoirs pour maintenir les niveaux d'eau automatiquement. Installez des lignes d'irrigation goutte à goutte pour les jardins. L'ensemble du système fonctionne uniquement sur la différence d'élévation. Pas de pompe, pas d'électricité, pas de facture mensuelle pour toujours. 3000 ans d'ingénierie n'ont pas disparu parce qu'ils ont cessé de fonctionner. Les Nabatéens n'ont pas abandonné leurs citernes parce qu'ils avaient trouvé mieux. Rome n'a pas démoli la citerne basilique parce que les réservoirs en plastique étaient arrivés. Les Amish n'utilisent pas de système alimenté par gravité parce qu'ils sont vieux jeux. Ils les utilisent parce qu'ils fonctionnent, parce qu'ils durent, parce qu'ils ne coûtent presque rien et parce qu'ils créent de l'indépendance au lieu de la dépendance. Pendant ce temps, les réservoirs en plastique dans les quincailleries, en ce moment même, seront dans des décharges d'ici 2 décennies. Les pompes grilleront, les réservoirs sous pression se gorgeront d'eau, les factures d'électricité continueront d'arriver et la génération suivante achètera le même équipement défaillant encore et encore parce que personne ne leur a dit qu'il y avait une autre voie. C'est cela la véritable obsolescence, non pas la technologie, mais le savoir. Mais maintenant, vous savez. Vous savez que l'eau tombe du ciel gratuitement. Vous savez que la gravité la tire vers le bas gratuitement. Vous savez que le béton et l'argile ont fonctionné pendant des millénaires. Vous connaissez les dimensions, les matériaux et les méthodes spécifiques pour construire un système qui survivra à vos petits-enfants. La seule question qui reste est de savoir si vous continuerez à acheter leur remplacement ou si vous construirez quelque chose qui dure. Commencez par arpenter votre propriété avec un long ruban à mesurer ou une application d'arpentage pour identifier l'emplacement pratique le plus élevé pour un réservoir de stockage d'eau souterrain. La mesure critique est la dénivellation verticale entre votre réserve d'eau et le point d'utilisation. Pour chaque pied de différence d'élévation, vous gagnez 0,33 livres par pouce carré de pression d'eau. Vous avez besoin d'au moins 10 pieds de dénivelé pour les robinets de base, et 15 pieds ou plus offrent un débit plus confortable. Lors de la recherche d'emplacement, évitez les zones basses où les eaux de ruissellement des routes, des systèmes septiques ou des champs agricoles pourraient s'écouler lors de fortes pluies. Cherchez un endroit naturellement plus haut que votre maison. Si votre terrain est plat,
Vous aurez besoin d'une plateforme surélevée ou d'une petite pompe pour aider à la distribution. Évaluez votre sol en creusant un trou d'essai d'environ 2 pieds de profondeur. Un sol à forte teneur en argile est idéal car il résiste naturellement à la pénétration de l'eau. Un sol sablonneux ou graveleux nécessite soit du béton imperméable avec des adjuvants cristallins, soit un revêtement en argile bentonite. Calculez vos besoins en eau avant de creuser. Une famille de 4 personnes utilise généralement 50 à 100 gallons pour un usage intérieur de base. Pour une réserve de 3 mois, vous aurez besoin d'une capacité de 4 500 à 9 000 gallons. Une citerne cubique de 8 pieds contient environ 3 800 gallons. Mesurez la surface de votre toit en multipliant la longueur par la largeur de l'empreinte de votre maison. 1000 pieds carrés de toit captent environ 600 gallons par pouce de pluie. Dans la majeure partie de l'Est des États-Unis, avec 30 à 50 pouces de pluie par an, un toit de 1000 pieds carrés pourrait capter 18 000 à 30 000 gallons par an. L'excavation nécessite un travail manuel important ou la location d'une petite excavatrice. Creusez environ 2 pieds plus large et plus profond que vos dimensions intérieures prévues. Gardez le sol excavé à proximité pour le remblayage en séparant la terre végétale du sous-sol. Compactez soigneusement le fond de l'excavation à l'aide d'une dame à main ou d'un compacteur à plaques. Étalez 4 pouces de gravier pour le drainage. Posez ensuite un plastique polyéthylène de 6000 comme barrière d'étanchéité, en faisant chevaucher les joints de 12 pouces. Construisez le coffrage en utilisant du bois de 2K4 et du contreplaqué de 3-4 de pouces en maintenant un espace de 4 pouces pour les murs en béton. Créez une grille d'armature avec des barres espacées de 12 pouces, attachées aux intersections et centrées dans la cavité du mur à l'aide de supports en plastique. Mélangez le béton à raison d'une part de ciment Portland, 2 parts de sable, 3 parts de gravier. Pour une étanchéité accrue, ajoutez un adjuvant cristallin à raison de 2 à 3% du poids du ciment. Coulez d'abord la dalle de sol sur 4 à 6 pouces d'épaisseur. Coulez ensuite les murs en continu pour éviter les reprises de coulage. Pour la méthode traditionnelle, préparez l'enduit à la chaux hydraulique en mélangeant de la pâte de chaux vieillie avec un matériau pozzolanique dans un rapport 1:2. Appliquez en 2 couches d'un demi-pouce. Cet enduit auto-répare les petites fissures par réaction chimique avec le dioxyde de carbone. Gardez votre citerne humide pendant 28 jours minimum, en la recouvrant de plastique et en l'arrosant périodiquement. Après le séchage, remplissez lentement sur plusieurs jours, en vérifiant les suintements. Les petites taches humides se scellent souvent d'elles-mêmes, mais les fuites persistantes nécessitent un enduit supplémentaire. La toiture métallique offre les meilleurs résultats de collecte avec des niveaux d'efficacité de 85 à 95%. Les bardeaux d'asphalte atteignent 75 à 85%, mais peuvent laisser échapper des composés pétroliers. Installez des gouttières le long de tous les bords du toit, dimensionnées à 1 pouce carré de section transversale par 100 pieds carrés de surface de toit. Donnez aux gouttières une pente de 1/4 pouce par pied vers les descentes. À chaque descente, installez un écran à feuilles pour empêcher les débris d'entrée. Le déviateur de premières eaux capture les 10 à 20 premiers gallons de chaque pluie contenant la contamination accumulée. Construisez-le à l'aide d'un tube vertical en PVC de 4 pouces de 3 à 4 pieds de haut. Un flotteur à billes à l'intérieur monte avec l'eau et scelle l'entrée, dirigeant l'eau suivante vers votre citerne. Percez un trou de vidange de 1,8 de pouce au fond pour que le tube se vide entre les pluies. Installez un filtre à maille fine à l'entrée de la citerne et installez un tuyau de trop-plein 6 pouces sous l'entrée, acheminant l'excès d'eau vers un point d'évacuation sûr. Posez votre conduite d'alimentation principale en utilisant du PVC de 1 pouce ou du cuivre enterré sous la ligne de gel.